Bienvenue sur une nouvelle série qui va comprendre environ 10 épisodes et qui va traiter de comment débuter la photographie animalière. Alors, j'ai reçu un livre à Noël, Wildlife Photography, de Richard Bernabé, et ça m'a donné envie de débuter cette série. Donc, je vous mettrai le lien en description, c'est un livre assez sympa. Et je vais vous parler un peu de mon expérience, de comment j'ai débuté la photographie animalière et comment je me suis amélioré. Donc j'ai commencé la photographie animalière en fait du moment que j'ai commencé la photo avec un réflexe ou même dès que j'ai eu un bridge, je me suis intéressé à la photographie de paysage et à la photographie animalière. Donc ça fait à peu près 7 ans maintenant. Je fais pas exclusivement ça, mais quand je peux, ben j'en fais. Et ça permet vraiment d'avoir des moments incroyables, des rencontres exceptionnelles. Et quand on rencontre un animal qu'on sait qu'il va être en danger dans le futur ou qui est déjà en danger, et on sait peut-être qu'on sera une des dernières générations à pouvoir les rencontrer, c'est assez incroyable, c'est vraiment différent que de les rencontrer dans un zoo et de les photographier dans un zoo. Et donc je vais faire cette série de 10 vidéos environ sur comment débuter la photographie animalière. Et là on va commencer sur l'équipement qu'il faut, enfin qui est intéressant d'avoir pour bien débuter. Bien entendu, l'équipement ne fait pas le photographe, mais par contre, avoir un bon équipement va franchement vous aider à bien débuter et à faire des photos de manière confortable, plus rapidement et plus facilement. Il y a trois parties qui sont importantes, donc le réflexe ou le mirrorless, donc la partie principale. Ensuite, l'objectif qu'on va mettre dessus et les trépieds que vous allez pouvoir utiliser pour les poser dessus. En ce qui concerne le réflexe, bon, c'était vraiment le réflexe il y a quelques années, maintenant ça peut être un mirrorless. Donc il y a deux choix, soit vous allez avoir un full frame, soit vous allez avoir un APS-C. Le full frame il va être intéressant parce que vous allez avoir généralement une meilleure qualité d'image, une montée en ISO qui est mieux gérée, et en photo animalière vous allez souvent faire des photos avec des conditions de lumière difficiles, donc une bonne montée en ISO est importante. L'APS-C, lui, déjà, il va être généralement moins cher, donc pour débuter, ça peut être un bon choix. Et même après, vous allez voir que c'est un bon choix, parce que même s'il a une montée en ISO qui est généralement moins bonne, et même si en basse lumière, donc vous allez avoir des lumières qui vont avoir plus de bruit et donc qui seront de moins bonne qualité, mais en fait, il a quand même un assez gros avantage, c'est le crop factor. Donc, en fait, si vous prenez une photo avec un full frame, avec un 600 mm, ben vous avez une photo 600 mm. Et si vous prenez avec ce même 600 mm une photo en APS-C, et ben en fait il va y avoir un multiplicateur. En fait, on prend seulement une petite partie de l'objectif, et donc on va avoir une photo qui va être l'équivalent d'un 900 mm sur full frame. Donc en fait on zoome sur sa photo avant la post-production. On pourrait zoomer sur full frame avec ce 600 mm pour avoir le 900 mm. Par contre, vous allez, si on part avec un équivalent de même pixels entre l'APS-C et le full frame, vous allez perdre des pixels en faisant ce zoom. Donc c'est assez intéressant d'avoir un APS-C et donc d'avoir ce crop factor qui est d'1,6 sur Canon et 1,5 sur Nikon, et qui va vous permettre du coup d'être plus loin de l'animal, mais d'avoir une photo tout aussi zoomée que si vous aviez approché l'animal sur full frame. Et ça peut être, suivant les animaux que vous allez voir, un cerf en rut, ça peut être bien de ne pas être trop proche, même d'un point de vue sécurité, pas se rapprocher trop proche de l'animal. Et bien entendu, ça évite de les déranger. Ce qui est important dans les deux cas, important, mais vous allez pouvoir faire sans, c'est d'avoir une bonne rafale de 5 minimum, je dirais, photos en RAW, hein, 5 photos par seconde à 10 photos par seconde. Et si vous êtes sur mirrorless, je crois que c'est même largement faisable de faire mieux. Donc ça, c'est assez important. Et ce qui va avec, c'est d'avoir un bon buffer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en faire beaucoup de ces photos, et assez rapidement, vous allez pouvoir refaire une rafale derrière sans que l'appareil prenne une minute à charger tout et à vous laisser le temps de re-shooter. Ensuite, la deuxième chose qui est assez importante d'avoir, c'est un bon objectif. Là, vous allez avoir plusieurs choix. Pour débuter, moi, je trouve bien, si vous n'avez pas un gros budget, de commencer avec un 70-300. Il y a des 70-300 de bonne qualité. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai réussi à faire de bonnes photos. Ça demande de faire une approche assez poussée de l'animal, parce que 300 mm, vous allez voir que vous allez généralement vous retrouver très très loin de l'animal. Mais si vous faites une bonne approche, de bons affûts,
vous allez pouvoir faire de bonnes photos. Ensuite, si vous avez un budget un peu plus conséquent, ça va être de passer sur les 100-400 ou les 150-600 Tamron Sigma, qui font des très bonnes photos au niveau rapport qualité-prix. Les désavantages de ces deux objectifs, que ce soit le 70-300 ou les 150-600, ça va être la vitesse. Ils sont relativement peu chers, donc ils ont des ouvertures relativement petites, ce qui fait qu'il y a peu de lumière qui passe. Donc les ISO vont assez vite monter en basse lumière et donc vous allez retrouver avec des images de moins bonne qualité quand il y aura des lumières difficiles. Par contre, si vous vous retrouvez avec de bonnes lumières, vous allez faire de superbes photos. Un autre avantage de ces zooms, c'est une flexibilité importante parce que vous allez avoir une grande plage focale. Donc moi, c'est ce que j'ai ici en 150-600, donc qui commence à 150 et qui va à 600. Ça permet de faire des cadrages très différents sans soi-même bouger. Alors qu'après, si vous avez un plus grand budget, vous allez passer sur des focales fixes, les 500 mm f4, f2.8, 100 mm f4, f2.8, les 800 mm, qui sont beaucoup plus rapides, donc vous allez avoir des photos de meilleure qualité dans des conditions difficiles. Par contre, un des désavantages, c'est que c'est une focale fixe, et du coup, la composition, vous devez la changer en bougeant, donc ça peut être quand même assez compliqué. Finalement, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne stabilisation, peu importe l'objectif que vous prenez, parce que vous allez souvent vous retrouver donc dans des conditions de lumière difficiles, et si vous pouvez faire baisser les ISO grâce à la stabilisation, c'est intéressant. Et même, on va parler des trépieds juste maintenant, mais moi, ça m'arrive très souvent de faire de la photo à main levée parce que je trouve ça vachement plus pratique. Et du coup, une bonne stabilisation est vraiment importante. Donc maintenant, un trépied, c'est pas obligatoire. Moi, je l'utilise rarement. Clairement, si vous avez des conditions de lumière difficiles, ça va vous aider à avoir des photos nettes. Par contre, ça va demander aussi un travail d'approche plus important. Moi, je l'utilise souvent en affût parce qu'on est posé à un endroit et du coup, il n'y a pas besoin de trop bouger. On sait quelle composition on va avoir. Bon, les photographes professionnels travaillent tous sur trépied parce que déjà, ils ont ces énormes objectifs 500 f2.8. Moi, avec le 150-600, j'arrive très bien à le porter à main levée et à faire du main levée. Donc, si vous débutez, et je pense que vous avez des petits objectifs, le main levée peut très bien suffire. Moi, c'est ce que je fais quasiment tout le temps. Mais ensuite, si vous allez plus loin, eh bien, un trépied sera intéressant. Donc, le trépied, c'est important qu'il soit assez léger parce que vous allez le bouger. Mais par contre, il faut qu'il soit quand même pas trop léger, qu'il soit assez stable et qu'il puisse soutenir le poids de votre réflexe qui sera assez lourd et en plus un objectif qui pesera plusieurs kilos. Donc c'est important de bien regarder au fait que ce trépied puisse gérer le poids de votre matériel. Après, ce qui va être important, c'est d'avoir une bonne tête de trépied. Donc soit vous aurez une rotule, et dans ce cas-là, c'est assez flexible, c'est assez facile de bouger. Par contre, le temps de serrer, desserrer, on peut perdre un peu de temps, mais elles sont relativement pas chères et assez flexibles. Sinon, ensuite, ce qu'il y a, j'ai jamais utilisé, donc je pourrais pas vraiment vous en parler, ce sont les têtes pendulaires qui vont vous permettre de stabiliser votre appareil et ensuite ce sera facile de faire des mouvements horizontaux et verticaux sans effort et facilement. Par contre, il me semble que c'est des têtes assez chères, je n'ai jamais utilisé. À vous de voir, de chercher un peu plus si ça vous intéresse. Et finalement, ce qui va être important, ce sont des cartes SD rapides qui vous permettent d'utiliser votre buffer et votre rafale de manière la plus efficace possible. Si vous prenez une carte pas assez rapide, vous allez limiter votre appareil, même si celui-ci il est relativement bien. Si vous commencez et donc vous avez un petit budget, le plus important c'est d'avoir un bon objectif et non un réflexe de compète. Moi j'ai commencé avec un 1100D, pas beaucoup de rafale, pas beaucoup de buffer, mais dans des bonnes conditions de lumière avec mon 70-300 déjà qui était pas, j'avais pas pris le moins bon des 70-300, je pouvais faire des photos correctes. Ensuite, il n'est pas obligé de commencer à faire des animaux en pleine vitesse, en vol, qui bougent tout le temps. Si vous arrivez à les faire et qui, au moment où ils ne bougent pas, au moment où ils sont stables, un 1100D, un 1400D seront largement suffisants pour commencer. Donc cherchez plutôt à avoir un objectif de qualité, un 70-300. Si vous pouvez commencer sur un 150-600, c'est génial. Et avec un réflexe d'entrée de gamme, vous allez pouvoir
faire de belles photos. Ceci est encore plus vrai parce que les objectifs, le 150-600 de première génération que j'ai, il a 6 ans maintenant. Il y a une version 2, mais il n'est pas à la rue. Alors que les boîtiers, d'année en année, ils changent, la technologie change très vite dans les boîtiers. Et si vous achetez un gros boîtier maintenant, dans 4-5 ans, il sera plus vite obsolète que l'objectif. Dans ce cas-là, autant maintenant avoir un bon objectif, et quand vous pourrez vraiment avoir quelque chose de mieux en boîtier, investir dans un boîtier qui vous durera plusieurs années. Donc voilà la fin de ce premier épisode. Il y aura d'autres épisodes qui iront plus loin sur la composition, la lumière, le traitement d'image. On va commencer comme ça. Si ça vous a plu, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et à bientôt pour la suite de cette série.